Samuel a un oncle qui est géographe. C'est une profession assez courante à l'époque et qui appelle à voyager. Quel enfant vivant dans les ports d'où partent de beaux navires ne rêve pas de voyage? Le jeune Samuel décide donc de devenir géographe lui aussi pour satisfaire sa curiosité intellectuelle et son goût d'aventure. Il est fort probable qu'il ait accompagné son oncle au Brésil. On sait aussi qu'il a voyagé en dehors de la France avant de venir au Nouveau Monde. Champlain accompagne de Monts en Acadie, où ce dernier a décidé d'établir une petite colonie. Les Indiens qui vivent dans la région de Port-Royal sont des Micmacs. Les relations entre les Micmacs et les Français établis à Port-Royal sont d'abord excellentes. Les Indiens apportent des poissons et du gibier aux Français qui, parfois, les invitent à leur table. Le train-train de la vie quotidienne s'établit dans l'harmonie. Les Basques avaient établi depuis longtemps sur l'île qui porte aujourd'hui leur nom un fondoir important de graisse de baleine et un port d'attache commercial tout aussi important. Depuis Cartier, il y avait eu 2 tentatives de peuplement qui avaient échoué. Les Français, à ce moment-là, se contentaient de venir faire soit la traite des fourrures et aussi la pêche à la morue. Champlain n'est qu'un simple passager. C'est pas lui qui dirige l'opération. C'est qui lui donne le temps d'explorer. Il va visiter une bonne partie de la côte atlantique jusqu'à Cape Cod et New York. Malheureusement, il rate l'embouchure du fleuve Hudson. Un fleuve qui n'a pas de nom à ce moment-là parce que ce n'est que l'année suivante que Henry Hudson va le découvrir. Champlain, à 30 ans, est heureux. C'est un capitaine comme Henry Hudson qui, en 1609, explorera un fleuve auquel il laissera son nom. Mais Hudson sera moins chanceux que Champlain. Des membres de son équipage se mutineront et l'abandonneront dans une baie qui porte elle aussi le nom d'Hudson. La Virginie veut s'emparer de l'Acadie française parce qu'elle considère que ce territoire fait partie de la portion de l'Amérique du Nord qui lui a été concédée par le souverain anglais. Champlain va vivre quelques années en Acadie. C'est là qu'il va fonder, par exemple, l'Ordre de Bontemps pour essayer de lutter contre le scorbut. Mais en 1608, la compagnie perd son monopole. Il faut donc choisir un nouvel endroit pour s'établir. Et aussi, il faut s'éloigner des Anglais qui sont de plus en plus présents en Acadie, dans le golfe Saint-Laurent. Champlain a déjà visité la vallée du Saint-Laurent et il connaît 2 endroits propices à un établissement, soit Québec ou soit l'île de Montréal. Mais Québec lui apparaît comme un port naturel plus facile à défendre, d'autant plus qu'il y a de très belles hauteurs au bord du fleuve. Il s'intéresse à la flore et la faune. La forêt regorge d'animaux sauvages, des connus et des moins connus. L'année 1608 marque une date extrêmement importante dans l'histoire du Québec, parce que c'est le début de l'habitation continue du territoire. À partir de ce moment-là, il y aura toujours des habitants qui vivront sur le territoire québécois. La première installation des Français à Québec est quelque chose d'assez précaire. On s'établit sur le bord de l'eau, on coupe des arbres pour faire une clôture en pieux, on construit une habitation avec des planches apportées par des barques. D'ailleurs, on défaisait les barques et on utilisait le bois à autre chose. On va aussi s'empresser de se lier d'amitié avec les Autochtones. Ceux-ci sont invités à examiner l'architecture des Français, à les voir vivre à l'intérieur de l'habitation. Ils sont même invités à des repas copieux au son de quelques musiques étranges. Mais les coureurs des bois restent peu nombreux, comme la population de Québec d'ailleurs, qui ne grossit pas assez vite.
La traite des fourrures prend un peu d'ampleur, mais c'est loin d'être encore un véritable commerce international. Au début de son séjour au Québec, Champlain n'est toujours qu'un simple engagé. C'est pas lui qui est le grand commandant, c'est pas lui qui est gouverneur de la Nouvelle-France, il ne le sera jamais d'ailleurs. Et par son contrat, il doit trouver des nouvelles sources de fourrure. Il lui faut donc faire des explorations. Il va donc partir vers le sud et il va atteindre un lac très grand auquel il va laisser son nom, le lac Champlain. Les Indiens qui vivent dans la région de Québec et qui vivent dans la vallée du Saint-Laurent, ce sont surtout des Algonquiens. Il y a des Montagnais, il y a des Algonquins proprement dit. Un peu plus haut, il y a des Outaouais, il y a des Abénaquis. Et ce sont ces gens-là avec qui Champlain devra faire la traite des fourrures. Et ces gens-là ont des ennemis qui sont les Iroquois. Depuis l'année 1550 environ, les Iroquois se sont unis en une confédération, la Confédération des 5 Nations. Ils représentent, depuis ce temps, la force guerrière la plus puissante de l'Est du continent. Ils ont la réputation d'être les plus féroces et aussi les plus habiles. Et bien avant l'arrivée des Blancs, il y avait des guerres entre les tribus indiennes. Ce n'est pas les Français qui sont à l'origine des guerres entre tribus indiennes. Et Champlain va être obligé, en quelque sorte, de faire alliance avec les Amérindiens qui sont le plus près de l'établissement où il se trouve, c'est-à-dire Québec. Ce qui va l'amener à faire la guerre contre les Iroquois. Il est accompagné dans son voyage par des Algonquins et des Montagnais qui rencontrent en chemin des Iroquois, leurs ennemis héréditaires. Une attaque armée se produit et Champlain se prépare à répondre avec son arquebuse, une arme que les Iroquois ne connaissent pas encore. Comme je les vis s'ébranler pour tirer sur nous, je couchai mon arquebuse et visai droit un des chefs, et de ce coup, il en tomba 2, et un de leurs compagnons qui fut blessé. Et pendant près d'un siècle, ce sera une guerre quasi continuelle entre Français et Iroquois, une guerre très cruelle d'ailleurs. Plusieurs historiens ont reproché à Champlain d'être en quelque sorte à l'origine des guerres franco-iroquoises. Mais on peut se demander s'il aurait été possible qu'il en soit autrement. Les Indiens avec lesquels Champlain faisait la traite des fourrures, c'était quand même ceux qui étaient le plus près des établissements français. Il aurait été impensable que Champlain s'allie aux ennemis des Indiens avec lesquels il vivait, parce que ça aurait tué la traite des fourrures. C'est à peu près à ce moment-là l'unique raison de l'existence de la colonie. Les principaux animaux à fourrure qui font l'objet de la traite, le castor, l'orignal, le chevreuil, le rat musqué, la loutre, l'ours, la martre, le vison. Les Anglais, lorsqu'ils faisaient la traite des fourrures, construisaient un poste de traite et là, ils attendaient que les Amérindiens viennent porter les fourrures et là, on faisait des échanges. Alors que les Français et les Canadiens, par la suite, auront une attitude complètement différente. Ils iront chez les Amérindiens pour faire les échanges-là. Et ça signifiait que les relations entre ceux qui achetaient les fourrures et ceux qui fournissaient les fourrures devaient être beaucoup plus cordiales. Une autre sorte d'échange se fait. Pelleterie contre poudre à fusil. Ceux-ci demandent aussi des chaudrons en cuivre parce qu'ils n'ont que de la poterie et ne peuvent faire cuire les aliments facilement. Ils demandent aussi des couvertures pour mieux se protéger contre le froid.
mais aussi, ils savent que les Français boivent de l'alcool, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils demandent donc, en échange de fourrure, un petit peu d'alcool blanc, de l'eau de vie. Parce que pour eux, c'est un moyen d'entrer dans un monde extraordinaire qui est le monde de l'imagerie. L'ivresse devient pour eux le moyen le plus rapide de basculer dans le monde de l'imaginaire. Mais le clergé ne tarde pas à intervenir. L'alcool est un obstacle à la conversion des Amérindiens.